Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issus notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais bioniques conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Bonjour Bertrand. Bonjour Janine. Bertrand, aujourd'hui, on parle de fans de carottes, de rognures de légumes, de déchets végétaux, etc., de feuilles mortes, de l'univers au complet. Puis d'humains morts, puis d'animaux morts. On parle de la matière organique. Voilà. Parce que nous sommes tous matière organique en réalité. Et qui comprend matière organique comprend aussi matière vivante. Oui. On peut dire ça, hein? Alors, on est parti pour... on va parler de son importance, voyage. la matière organique, Oui. notamment de ses effets sur le sol qui sont extrêmement importants. C'est très, très important la matière organique. Bon, alors tu parles de matière organique, de son importance, de ses effets sur le sol. C'est ça que tu nous annonces aujourd'hui. Alors, la matière organique, là... Petite définition pour commencer, comme d'habitude. C'est bien pratique. C'est une substance biodégradable, bien important, biodégradable, qui compose à plus de 95% des organismes vivants. On parle de la bactérie jusqu'à l'humain. Donc, tout ce qui est végétal, tout ce qui est animal et humain. Animal, On est un animal. Animal, humain, OK. Animal et humain, on va le dire comme ça, si tu veux. OK, donc est composé de matière organique. Donc, la roche n'est pas composée de matière organique. Non, elle est composée d'éléments chimiques. Chimiques, c'est mais ça. Elle va se dégrader très, 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 très lentement, mais il n'y a pas vraiment de matière organique dedans. Elle n'est pas biodégradable. Elle est dégradable, mais elle n'est pas biodégradable. OK. Alors de quoi c'est composé, ça, la matière organique? Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? 2 éléments dans la matière organique, l'eau et le carbone. OK? On trouve aussi de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène et du phosphore. Mais en réalité, c'est une combinaison de glucides, de lipides, de protéines, d'acides aminés et de composantes mineures non identifiées. Ça veut dire tellement c'est compliqué, c'est complexe, il y en a de non identifiés. Mais c'est principalement du carbone. Donc, c'est de l'or ce qu'on met dans nos composteurs. Oui. C'est de l'or. Ah oui, carrément. On travaille en chimie, là. Qu'est-ce que c'est des hydrocarbures? Ben oui. C'est du carbone. Et c'est de la dégradation de végétaux. C'est la dégradation de végétaux oui. de carbone, du carbone. Oui. Donc, c'est exactement la même chose. C'est effectivement du carbone. C'est pour ça qu'on appelle ça l'or noir aussi de temps en temps, le compost. Quelle est la grande particularité de la matière organique? C'est sa richesse en carbone. Exactement. Okay? C'est vraiment sa richesse en carbone. Elle est composée de longues chaînes de molécules qui sont difficiles à briser. Donc, c'est ça sa particularité. Et donc, ça va prendre l'intervention d'une faune très diversifiée pour la rendre assimilable pour les plantes et utile aux modifications du sol. C'est-à-dire que la matière organique toute seule, elle va finir par se biodégrader, mais ça va prendre très longtemps. Mais si on rentre les organismes du sol, rappelez-vous l'émission qu'on a faite sur les organismes du sol. Les organismes vivants. Ben oui, les organismes vivants du sol, OK. C'est là que la matière organique va être modifiée. Sa structure, ça ressemble à une éponge. Et donc, c'est un lieu de vie pour une très grande variété d'organismes et de micro-organismes. C'est vraiment important. Là, ça devient intéressant. Ouais. Donc, la matière organique est un habitat
pour un autre monde qui nous est invisible à nous. Oui, bien, Presque. d'abord, c'est notre habitat, je te fais remarquer, puisqu'on est composé de Ouais. matière organique aussi. OK. Donc, c'est bien. C'est notre constituante, en fait. Tant que tu es vivant, Eh oui, t'es de la matière organique vivante. tu es poussière et tu retourneras poussière, a dit le monsieur. Hein, fait que, Oh, c'est réjouissant quand Mais même. non, mais c'est de la matière. Puis c'est le principe même de la matière organique. Tu es matière organique et tu redeviendras matière organique. Oui. Pour Voilà. servir autre Oui, à chose autre que chose. toi-même. Bon. Alors, la matière organique, elle se décompose de quelle façon? Alors, il y a l'érosion, les micro-organismes, OK, et les organismes, l'oxydation naturelle et les processus physico-chimiques très complexes. On ne va pas rentrer ça là-dedans aujourd'hui, parce que là, c'est de la chimie pure. Si Là. tu parles, tu dis physico, tu le lances, on va aller à fond. Ça gèle. Ça gèle, c'est un élément. C'est Oui, mais c'est physique, ça fait physico-chimique, c'est ça. éclater. Il y a des éléments. Ben, on parle Puis plus l'action on parle plus d'action d'érosion à ce moment-là, mais effectivement, ça fait éclater les cellules. Mais c'est Mais physique. physico-chimique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la physique et à la fois de la chimie. C'est ça. C'est la chimie organique en plus, c'est assez complexe là, comme processus. Mais Parce que si tu parles de chimie, deux éléments s'associent pour former, par exemple, un acide. Mais cette composition chimique-là, acide, va altérer, va dégrader, c'est va pas contribuer. C'est-à-dire qu'il va former des matières, des composés chimiques qui vont nourrir les micro-organismes qui, eux, vont continuer à démolir la matière organique. Vu de même. C'est à peu près ça. C'est Là, tu sais. complexe. Et hein? donc, il y a une partie qui va être dégradée, mais en réalité, c'est toute la chaîne qui va le dégrader. Et qu'est-ce que ça permet, la matière organique? La Ben- biodégradation de la matière organique. Ben, on passe d'un composé organique, OK, non assimilable par la plante, à des éléments minéraux assimilables par la plante. Fait que la biodégradation, c'est Et- préparer des assiettes et des verres de... Comment t'appelles ça? Comment t'appelles ça, là, les trucs où on passe ça, on réduit les légumes en... En bouillie, smoothie. en smoothie. On prépare des smoothies, des affaires de même. C'est Pour la plante. pour la plante, mais aussi, la matière organique a des effets bénéfiques sur le sol. Ça va modifier les conditions du sol et plus les conditions du sol vont être modifiées dans la bonne direction, plus les micro-organismes vont être présents, plus les micro-organismes vont être présents, plus ils vont décomposer. C'est un beau cercle vertueux. Bon, et est-ce qu'il existe différents types de matière organique? Oui, les spécialistes vont vous donner plus, mais moi, je vais mettre ça à 3. Merci Bertrand, on est content! On va se simplifier la vie. Il y a la fraîche, matière organique fraîche non décomposée. Mhm. Vous coupez vos carottes, vos légumes, vos affaires, ça c'est frais. Vous le mettez dans le composteur tout de suite, ça c'est frais. Après ça, on a la matière composée active. Elle est partiellement décomposée, ok, donc elle est en voie de décomposition. Et on a la matière organique stable ou minéralisée qu'on appelle de l'humus. ok. Ça bouge plus, en Alors, principe, non? quand elle est stable, elle bouge encore, mais quand elle est minéralisée, là, elle se transforme des minéraux et elle est beaucoup moins efficace sur la vie du sol et la vie des organismes du sol et les effets sur le sol, ok? Puisque là, elle devient des minéraux et là, la plante va pouvoir les absorber. ok? Donc, idéalement, c'est de l'active et de la stable et de la minéralisée qu'on a dans son sol. On n'a pas une ou l'autre, on essaie d'avoir tout ça en même temps. OK. Et dans quelle proportion on retrouve la matière organique dans le sol? Exemple? 0,5 à 10 Et 10 de la masse du sol, c'est énorme. Là. C'est des sols extrêmement riches en matière organique. Là. Que 10 oui. Et qu'est-ce que tu retrouves à part ça? Ah ben, à part ça, tu trouves des argiles, Oui. des limons et du sable. OK. Mais la partie organique n'est que de... 0,5 dans certains cas. Mon Dieu, puis avec ça, tu fais des miracles. Oui. Attends, c'est parce qu'on va te rattraper plus loin, toi, là. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables est heureuse d'annoncer l'arrivée de l'engrais tout usage Bionic. Ce fertilisant à base de frasse et d'algues marines favorise la croissance des plantes, des fleurs et du potager. Le frasse de Ténébrion
composée de matière organique et d'exosquelettes, est riche en éléments nutritifs et oligo-éléments. La chitine qu'il contient augmentera la résistance de vos plantes aux parasites. L'engrais tout usage bionique, sécuritaire, produit au Québec et 100% biologique. Distribué par Gloco, il est en vente dans les centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. OK, Bertrand, t'es prêt? Oui. Ma question s'en vient. Les rôles de la matière organique sur le sol. Oh, là, on ouvre nos oreilles. Et là, on parle sur le sol, hein? C'est bien important. C'est pas sur la plante, c'est sur le sol. OK? Il va servir de lien entre les particules, justement, d'argile, de limon et de sable. OK? Ça va être un liant. Il va apporter de la structure à un sol, ce qui va faciliter une bonne évacuation des excès, c'est-à-dire qu'il va granuler le sol. Si vous prenez du sable et vous mettez beaucoup de matière organique dans le sable va devenir moins granuleux, mais plus granulé, okay, dans le sens où il va y avoir des morceaux plus importants. Et ça s'agglomère. Ça va s'agglomère, c'est ça. Mais ça va faire des agglomérations qui vont faire qu'il va y avoir des trous. Donc, il va y avoir de l'air pour les micro-organismes et il va y avoir de l'eau qui va passer. OK. Puis tu dis évacuation des excès. C'est des excès de quel ordre d'eau? Des excès d'eau. Essentiellement. Oui. Stabilise la structure et la texture. Donc, c'est un stabilisateur. Il retient l'eau dans le sol afin de la rendre disponible pour les plantes, mais aussi, il permet de l'évacuer. Donc, c'est là où est-ce qu'il se joue, là, l'ensemble. Donc, c'est une source importante d'éléments minéraux par sa biodégradation. OK? Oui. Donc, quand on met des matières organiques actives et qui biodégradent, on va avoir une nourriture dans le sol. OK? Donc, moins d'engrais à utiliser. On augmente la capacité du sol à fixer les éléments nutritifs, ceux qui sont sous forme minérale. Pourquoi? Parce que, là, je vais rentrer dans le détail rapidement, mais les matières organiques vont avoir des ions négatifs ou positifs. Et là, à certains moments donnés, les éléments, le calcium et tout ça vont avoir des éléments positifs. Ça va retenir. La matière organique va le retenir. Il s'attire. Contrairement à l'argile, où est-ce que c'est tout négatif de mémoire, je ne me souviens jamais, là. Donc, ça va attirer, ça va retenir les éléments, au lieu qu'ils soient lessivés. Pourquoi? Dans un sol sablonneux, où il n'y a pas beaucoup de matière organique, l'eau est pas retenue. Les éléments sont pas retenus. Alors que dans un sol meuble, avec de la matière organique, les éléments sont plus retenus. On participe à l'inertie thermique. Donc, moins chaud lors des fortes chaleurs et se réchauffe plus vite après une période de froid. C'est-à-dire que la variation thermique sont moins importantes dans un sol avec de la matière organique que dans un sol sans matière organique. OK? Parfait. Contribue à l'équilibre du pH. En général, un sol bien pourvu en matière organique est plus proche de la neutralité. Ce qui est parfait pour les légumes. C'est pas exactement. C'est parfait pour l'absorption parce que plus on est proche entre 6 et 7, donc peut-être la neutralité, si légèrement acide, on se rend compte que la majorité... T'as dit quoi? Attends, pour ceux qui nous écoutent, là, acide, tu dis... 6. 7, la neutralité. Oui. 8, la basicité. OK, c'est basique, c'est bon. Pas acide. Entre 6 et 7, on sait que les plantes ont une meilleure capacité d'absorption qu'au-dessus de 7. OK? Donc, j'y vais à la grosse louche, là, parce qu'il y a gros nuances. C'est correct. Il y a beaucoup de choses à comprendre, hein? Permet le stockage du carbone. Si on a des bonnes pratiques de travail, sans retournement notamment, et on va faire une émission bientôt là-dessus, le travail du sol, on stocke le carbone. OK, donc c'est important, parce que quand on fait un labour, on déstocke le carbone. On leur lâche dans la nature. OK. Donc, c'est un important support à l'alimentation des êtres vivants dans le sol, là. Il stimule l'activité biologique, donc il a des effets positifs là, sur la santé du sol, et il retient les micropolluants organiques et les pesticides, ce qui permet aux micro-organismes de les dégrader. Finalement, c'est ça, les retient suffisamment pour permettre une dégradation. Pas en énorme quantité, mais la matière organique permet une certaine retenue. Donc, on a parlé du rôle de la matière organique. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu viens de nous en énumérer 12. D'où l'importance de l'apport en matière organique dans nos plates-bandes, dans nos jardins, tout ça. C'est ça. Sur nos pelouses même. Oui, sur nos pelouses.
Alors, les sources de matière organique au jardin comestible. Jardin comestible. Notons jardin comestible. Hein? Donc, les parties non utilisées, comme les feuilles, les tiges, les racines qui restent dans le sol. C'est quand vous arrachez une plante, vous sortez les racines, si vous voulez les exporter. Alors que si vous laissez dans le sol à l'automne, on a déjà fait une émission là-dessus, ben, elles vont être dégradées. Là. C'est de la matière organique qu'on laisse dans le sol. Là. Donc, elles sont faites de matière organique, donc elles se dégradent. Mais et si au printemps, c'est pas totalement dégradé, là, tu peux les enlever. Tu peux les enlever puis là, mettre tu dans les le mets dans le composteur. C'est ça. Les engrais verts, oui. C'est une source de matière organique. Les herbes spontanées. Hein? Les mauvaises herbes. Fameuses mauvaises herbes. Dites mauvaises herbes. Les cadavres des macro- et micro-organismes. Hein? Les cadavres, quand vous allez en forêt, dans un sol naturel, ben, vous avez des cadavres d'animaux. Ben, c'est de la matière organique qui se dégrade. Mais il y a aussi les sources extérieures, le compost, les fumiers compostés, les algues et les résidus marins sont aussi des sources. Fait que tout s'y met. Oui, Même le monde maritime. Oui. Bon, alors, dans la nature, comment ça se biodégrade la matière organique? Dans la nature, là, pas chez nous. 5 phases. Encore. Il va falloir aiguiser nos oreilles. Alors, les 2 premières phases, Bertrand, admettons. Fragmentation, incorporation. OK. Tu casses, puis ça commence à entrer. C'est ça. Qui casse, c'est les gros et les petits animaux, la macrofaune et la mésofaune. OK? Donc, quand les animaux se promènent dans la forêt, OK, ils cassent les feuilles et cette matière organique-là, elle commence déjà à se dégrader. OK? Ils sont découpés, broyés et ingérés par leurs pièces buccales. OK? Donc, c'est aussi les insectes. Et après ça, c'est déplacé de manière horizontale et verticale. Horizontale, admettons, c'est les animaux. Les animaux qui se déplacent. Quand vous marchez dans la forêt, vous déplacez les feuilles de manière horizontale. Tu les brises. Mais les animaux, eux autres, ils vont même si ils vont les enfoncer, et donc, ils vont l'incorporer dans les premiers horizons du sol, ce qu'on appelle la couche 0, OK, qui est la litière. Donc, c'est dans cette partie-là. Donc, il y a une pénétration. Mais va être fragmentée et un début d'incorporation. OK. Puis les phases suivantes? Il y en a 2. Très importante, la décomposition et l'humification. La décomposition, ça fait par la microflore et la microfaune qui se nourrissent de matière organique et qui continuent à se dégrader. Donc, il y a toute une chaîne, rappelez-vous le balado sur la vie du sol, il y a toute une chaîne qu'on a fait. Il y a des enzymes qui vont aussi continuer à biodégrader. La matière organique complexe obtenu se lie à d'autres molécules du sol et aux minéraux du sol. Donc, okay. C'est au moment de la décomposition, OK, et juste avant l'humification qu'elle va former ces agrégats du sol. Donc, c'est ça. Ça se décompose, ça commence à glisser dans le sol. Et là, le sol, avec tout ce qui vit dedans, l'assimile, commence à assimiler. Quand vous voyez des granulats, vous avez la matière organique, vous la voyez, la matière organique, mais vous ne voyez pas les minéraux qui sont dans la matière organique. Ça prend une étude. Et au cours de cette décomposition va un processus qu'on appelle le processus de nitrification. C'est-à-dire que les nitrates qui se trouvent, les éléments azotés, qui se trouvent dans la matière organique vont se dégrader pour devenir tranquillement assimilables par la plante. Parce que sous la forme brute, ils ne sont pas assimilables à la plante. Il faut qu'ils soient nitrifiés pour devenir des nitrates. Et seuls les nitrates peuvent être utilisés par la plante. Mais là, tu as dit quelque chose. Nitrate et azote, c'est même famille? Oui. Okay. L'azote devient du nitrate pour être utilisé par la plante. L'azote tel quel ne peut pas être utilisé par la plante. Okay. Il a besoin de la nitrification pour être utilisé. OK. Puis quand on achète des engrais, il y a des pots là, en jardinerie, NPK, y a-tu de l'azote là-dedans? Il y a de l'azote, mais c'est de l'azote et c'est le fameux procédé Haber-Bosch où est-ce qu'on a fini par prendre l'azote de l'air, à le synthétiser et à le transformer en nitrate. Donc, NPK. Mais le N, c'est azote. C'est de l'azote, mais c'est de l'azote qui est nitrifié pour qu'il soit rendu disponible pour la plante. Parce que l'azote non nitrifié, le seul azote qui est capté par les plantes, il y a une toute petite partie qui est par toutes les plantes, mais très, 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 très léger. Mais il y a la partie importante, c'est les légumineuses. Ah oui. Les légumineuses, elles fixent l'azote de l'air. C'est les seules qui fixent l'azote de l'air dans les plantes. Donc, elle la capte, elle la garde, et elle ne le transforme pas en nitrite. Et donc, en nitrate. Le P, le phosphore et le K, OK, dans NPK, le N est fait de manière
industriel, le NP, le phosphore est fait de manière est extrait du sol et le K aussi est extrait du sol. Okay? C'est des minéraux. C'est des minéraux qu'on travaille. Mais le N, lui, c'était le problème. C'est le N, on n'était pas capable de synthétiser. Et donc, Haber a synthétisé le produit. Bosch a trouvé une manière de le rendre, et c'est à partir des années 30, des années 40, où est-ce qu'on a commencé à utiliser l'azote dans les sols parce qu'on était capable de le synthétiser. Mais c'est les fameux nitrates dont on parle, et qu'on pointe du doigt. Nitrates chimiques, mais quand tu as de la décomposition de la matière organique, tu as des nitrifications aussi, mais c'est des nitrates qui sont c'est pas polluant. C'est-à-dire qu'ils sont pas polluants. C'est-à-dire qu'ils sont... Oui, ils sont... C'est un peu plus compliqué. Disons qu'ils ne sont pas polluants. On va dire ça comme ça. Ils sont plus assimilables et moins dommageages pour l'environnement à l'état naturel. Oui, puis il y a pas des grands... C'est surtout qu'il n'y a pas des grosses quantités qui sont apportées. Okay. Parce que comme ils ont de la difficulté à se coller au sol, on apporte des quantités supérieures à ce que la plante a réellement besoin. Parfait. Alors, l'autre phase... C'est ça, les phases de biodégradation. Là, tu nous as parlé de décomposition. La phase de l'humification, OK? Donc, c'est des formes de substances humiques ou colloïdales. Colloïdales, il y a le mot « colle » dedans, OK? Donc, ça va servir à coller les agrégats ensemble. C'est des résidus de lignine et de cellulose oxydée, des matières azotées et dont une grande partie d'origine microbienne et d'éléments minéraux, c'est ce qu'on appelle l'humus. Bon, alors humus, on peut faire un lien aussi, c'est ça. L'humus produit des substances humiques. Okay. Oui. Okay. Et colloïdal, où ça se colle. Et colloïdal. OK. Donc, c'est ces acides humiques qui se lient aux autres éléments du sol pour former le complexe argilo-humique. OK? Oui. Qui est... Donc, le complexe argilo-humique, c'est parce qu'avec ce complexe argilo-humique, le complexe argilo-humique, l'argile et l'humus vont retenir les éléments du sol. Oui. Si vous n'avez pas de complexe argilo-humique, vos éléments du sol vont être lessivés. Donc, vous allez mettre de l'engrais, ça ne sert à rien. Mais si vous avez un bon complexe argilo-humique, OK, puis ça ne veut pas dire que vous avez un sol argileux, ça veut dire que vous avez de l'argile dans le sol qui va se coller avec l'humus, OK, et qui va former le complexe argilo-humique, ce qui est fort intéressant pour les jardiniers. Donc, on est parti de la matière organique, puis dans une de ces phases, il y a humification. Donc, on crée... Décomposition, humification, on va jusqu'à l'humus. Oui. Et la dernière phase, c'est la minéralisation. Donc, c'est la dégradation de la matière organique complexe dans des molécules inorganiques ou minérales qui vont être utilisées pour la croissance de la plante. Donc, là, on a de l'azote, du phosphore, du calcium, des oligo-éléments. On a un paquet qui ont glissé de la dégradation de la matière organique. Et qui sont rendus assimilables. OK. Sont rendus totalement assimilables pour la plante. Okay? Dans le fond, la matière organique a largué des minéraux qui ont été travaillés, comme tu nous l'as expliqué, puis là, c'est assimilable. Et là, à la fin, puis là, il y a peut-être des gens qui vont comprendre, finalement, par comprendre, c'est qu'à la fin, on se retrouve avec un humus hyper minéralisé. Et ça s'appelle la terre noire. C'est tellement minéralisé qu'il n'y a plus rien dedans. Fait que ça n'a aucun intérêt. Mais il y a des minéraux. Il n'y a même plus de minéraux. Il n'y a plus de minéraux. C'est minéralisé, mais il ne reste plus que la matière organique, mais il n'y a plus... Ça va tellement loin que les minéraux sont presque pas utilisables. Les bonnes terres noires, les vraies terres noires sur lesquelles on cultive la Saint-Rémy, elles, oui, il y a beaucoup encore de minéralisation, mais... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matière organique dans cette terre-là. Mais dans la terre noire qu'on achète, qui est finalement le fond de le fond de la tourbière, là, la terre noire est beaucoup... Et il n'y a plus rien parce qu'elle est hyper minéralisée, ce qu'on appelle... Dans le processus, elle est rendue dans un autre stade, là, mais on va laisser tomber. OK, mais c'est comme si c'était de la roche. Ça devient de la roche quasi stérile. À peu près. On peut dire ça? Terre noire, roche quasi stérile? Pour comprendre, grosso modo. Oui, pour comprendre, grosso modo. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologiques? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un,
Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre, aménager et cultiver en respectant la terre, décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, de toute façon, aujourd'hui, on n'en est pas à une notion près. Là, Non. tu nous amènes une dernière notion pour comprendre le sol de culture. Alors, tu nous as parlé de carbone, tu nous as parlé d'azote. Qu'est-ce qui est le mieux pour une production de légumes optimale? Alors, d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que le C sur N. OK? Parce que C étant le carbone Oui. et N étant l'azote. Le nombre d'unités de carbone pour une unité d'azote. Donc, un C sur N de 30, vous avez 30 unités de carbone pour une unité d'azote. Puis ça, c'est indiqué où? C'est indiqué sur les sacs, puis c'est indiqué... Ah oui? C'est dans les livres. Pour connaître, c'est dans les livres. Dans mon prochain livre, vous allez avoir la liste de beaucoup de C sur N. Et les matières organiques, ils ont tout un C sur N, OK? Quand il est inférieur à 15, donc 15 sur 1, c'est riche en azote. Les herbes fraîchement coupées, les déchets de légumes, c'est riche en azote. Mm-hmm. Retenez ça parce que je vais vous ramener quelque chose d'assez nouveau après. Ceux qui sont compris entre 15 et 25, qui sont équilibrés en azote et en carbone, le compost de fumier mûr, les feuilles partiellement desséchées. Et les carbones les C sur N supérieurs à 25 sont riches en carbone, les tourbes, les pailles d'avoine, le papier. C'est quelques exemples, il y en a d'autres. Vous avez le BRF, là, je pense de mémoire, c'est entre 300 et 500 de C sur N. C'est-à-dire qu'il y a... Le BRF, qu'est-ce que c'est ça, le BRF? bois raméal fragmenté, excuse-moi. Merci. C'est beaucoup de carbone et très peu d'azote. OK? Donc, quand vous mettez ça dans votre sol, ben, vous mettez beaucoup de carbone, mais pas beaucoup d'azote. Alors que si vous mettez des herbes fraîchement broyées, vous mettez beaucoup d'azote, mais peu de carbone. OK. Puis c'est un peu la notion qui est utilisée pour expliquer comment faire le compostage. Oui, OK? exactement. Le C Voilà. sur N. N. Donc ça, on s'en sert. Tous ceux qui font un peu de compostage doivent avoir cette notion en tête. Le C à moins 15, c'est les parties vertes, et le 25 et plus, c'est les parties brunes. OK. C'est-à-dire que tu as 15 parties pour... T'as un C sur N de 15, on va le dire comme ça, là. OK? Mais c'est pour ça qu'on te dit de mélanger du brun et du vert pour avoir un C sur N de 15 sur 25. OK. C sur N. OK. C carbone, bar N. Carbone sur azote. Carbone sur azote. Alors, jusqu'à maintenant. Oui. Et là, c'est là où est-ce qu'on va changer un peu de perspective. Jusqu'à maintenant, on disait qu'un bon compost, là, était un compost entre 15 et 25. De C sur N. Bar N. C sur N. Oui. Donc, de 15 carbone sur 1 azote jusqu'à 25 carbone sur 1 azote. Sauf que, on s'est rendu compte que les plantes n'avaient pas toutes les mêmes besoins de C sur N. OK? Les plantes qui ont les arbres et les arbustes fruitiers, qui sont des plantes ligneuses, aiment un C sur N supérieur à 25. Pourquoi? Parce qu'il est riche en champignons. Parce que ce C sur N-là est riche en champignons. Puis le 25, C sur N, là, c'est le carbone. Donc, plus de carbone. Plus de carbone que d'azote. Moins d'azote. Oui. OK? Oui. Et là, quand on va pour les légumes et les plantes herbacées, on va chercher un C sur N inférieur à 15, donc moins de carbone proportionnellement à plus d'azote, qui est toujours 1, mais qui a plus d'azote. Donc, là, on a 1 pour 15, donc on a 1 pour 25 et plus. Il est plus riche en bactéries. Et les bactéries vont être utilisées principalement par les légumes et les fines herbes, donc les herbes herbacées. Et donc,
au lieu de vous retrouver, ça on va un petit peu plus loin, là, on va un petit peu plus loin que le jardinage ordinaire, je dirais, là, mais vous pouvez avoir un compost riche en champignons que vous allez mettre sur vos arbres fruitiers, puis un compost riche en bactéries que vous allez mettre dans votre potager. Mhm. Donc, on commence à différencier. Au lieu d'avoir un produit qui est un peu passe-partout puis qui fait l'unanimité ou presque, ben, on va aller plus vers des bactéries pour les légumes et plus vers des champignons pour les arbres et les arbustes. Donc, plus de carbone pour avoir plus en champignons. C'est ça. Puis moins de carbone pour avoir plus en bactéries. Alors, si vous faites, par exemple, si vous avez du compost, puis vous avez beaucoup de feuilles, puis vous vous retrouvez que vous avez un compost qui est plus à partir de brun que de vert. Donc, plus de carbone. Plus de carbone. Oui. OK, il est supérieur à 25. Vous ne le savez pas, parce que ça prend des trucs de laboratoire. Oui. Mais supérieur à 25, OK. À ce moment-là, si vous avez un fruitier, c'est parfait pour vos arbres fruitiers. Mais si vous avez, comme moi, un compost qui est très vert parce qu'on a quelques feuilles. Je laisse mes feuilles, je ne ramasse pas beaucoup, j'ai beaucoup d'azote. Bien, comme je le mets tout dans mon potager, j'en aime pas sur les arbres fruitiers. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser donc, ce n'est pas forcément parce que vous ne mettez pas de matière brune dans beaucoup de matière brune que votre compost n'est pas utilisable. Au contraire, il est peut-être meilleur encore de ça. Donc, le fameux l'équilibre de tout le monde, c'est ça que je remets un petit peu en cause, c'est qu'on peut ajuster son compost par rapport son apport de matière organique à ce qu'on veut et aux plantes qu'on a. OK? Tout ça parce qu'on est dans le couple sol-plante. Là, vous allez me demander, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on fait ça, là? Réfléchissez 30 secondes comment ça se passe dans la nature. Dans la nature, les arbres sont ligneux. C'est des matières brunes qui tombent au sol. Oui. Okay? Leur propre feuille. Leur propre feuille, c'est la matière brune. Aller dans une prairie, c'est la matière verte qui tombe au sol. Ouais. Et donc, les plantes se nourrissent de leur matière verte dans une prairie. Et dans une forêt, les plantes se nourrissent de la matière verte. Fait qu'on pourrait associer, juste pour image, la forêt au carbone, puis la prairie à l'azote. Le C sur N. Fait que il y en a un qui est brun, puis il y en a un qui est vert. Voilà. Il y en a un qui est carboné, puis il y en a un qui est azoté. Mais c'est ça qu'il faut accrocher, exactement. Puis on n'a même pas parlé d'acidité là-dedans. Là. Non, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais si tu fais ton propre compost, ce que tu viens de donner là, comme information avec le carbone sur l'azote, le C sur N, ça te donne une idée de ce avec quoi tu travailles, du compost qui résulte de la dégradation de ce que tu as foutu dans ton composteur. C'est ça. Si par exemple, vous avez des branches que vous broyez puis que vous mettez dans votre composteur, là, vous avez du carbone, vous avez un C sur N de 200 ou 300, là, contrairement à de l'herbe qui est un C sur N de 3 ou 4, là. Regarde, si vous mettez les deux, là, vous allez avoir un équilibre du C sur N, mais si vous mettez 10 fois plus de branches et déchiquetées par rapport à votre gazon, que de toute façon, on ne devrait même pas ramasser, on devrait laisser en recyclage. Mais si vous mettez beaucoup de matière verte, mais c'est là où ça va jouer. Mais une branche vivante, sous question, là, une branche vivante, tu viens de la couper. Ouais. Il y a plein de sève, il y a plein... Elle n'est pas tout à fait carbone. Elle a encore beaucoup d'azote dedans. Elle a surtout, si elle est... Alors, si la tige est verte, elle a beaucoup d'azote. Oui. Mais si la tige est déjà brune, elle a déjà beaucoup de carbone. Voilà, c'est ça. Donc, la couleur... Et même s'il y a encore de la sève, alors c'est sûr qu'entre un tronc de 20 ans, une branche de l'année précédente et la pousse de l'année, il y a une différence. Là. Oui. Okay? Donc, elle est plus azotée. Donc, la pousse a plus d'azote, la branche a plus d'azote a moins d'azote que la pousse et plus de carbone, et le tronc, lui, a beaucoup de carbone et pas beaucoup d'azote. Donc, c'était de grands pédagogues, ceux qui, il y a 30-40 ans, disaient le vert et le brun dans les composteurs. C'était une manière simple de dire tout ça, mais, là, on le comprend. Là, j'essaie de vous expliquer pourquoi, parce que c'est pourquoi du brun, pourquoi du vert, c'est un rapport du carbone sur azote, et c'est là où ça joue, mais contrairement à ce qu'on a toujours dit, où c'était toujours entre 15 et 25 pour avoir un compost idéal, on se rend compte que finalement, quand on a beaucoup d'herbacées, on peut mettre un compost qui est moins carboné, et quand on a des plantes ligneuses, on met un compost qui est plus carboné. Donc,
on peut toujours se servir de toutes les formes de compost. Oui, donc là, on a des belles images pour comprendre tout ça. Alors voilà, ça complète pour aujourd'hui. C'est un beau casse-tête. Les gens s'en donnent énormément au casse-tête. Hein? Depuis la COVID, eh bien, c'en était un. Ça s'appelle un casse-tête intellectuel et scientifique. Alors, ça complète notre balado pour aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus de détails puis aller méditer là-dessus, là, radiolégumes.com, c'est pour vous. L'avantage de la balado, c'est que tu peux les réécouter 2 fois. 3 4 fois. Puis pour le segment que tu veux, en plus, hein, ce qu'on saisit moins bien du premier coup, on y va. Et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci beaucoup à Bionic, ainsi qu'à Xavier Gervais-Dumont pour la musique et son frère Charles pour l'assistance technique. Portez-vous bien. Hey, là, vous avez de quoi méditer. Au lieu de pitcher sur son voisin, on va penser à toutes les notions qu'on vient d'avoir. Parlez-lui de Cessuren, vous allez voir, tout va bien aller. Et boy, salut tout le monde. Portez-vous bien. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.